maintien justement de ces règles sanitaires. Comme vous le savez, nous sommes dans une période spéciale. Donc, les masques, etc. Donc, comme vous le savez, c'est important. Merci Samir pour toutes ces belles paroles qui vont dans le fond. Bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيداتي آنساتي سادتي سلام وتحية مسائية. تحية وسلام من هذا المنبر وألف مرحبا بالحضور المكثف والمتألق في هذه الجلسة التواصلية والندوة المتميزة. السيد محمد نبيل بن عبد الله ضيفنا الكريم نجدد لكم الترحيب ونحن جد سعداء باستقبالكم هنا في مدرسة HEL بيزنس سكول. الفضل كله يرجع لهيومن ديفلوبمنت اسوسيشن وتطوعها المستدام من أجل ترسيخ سياسة الحوار المنتظم ومن أجل مناقشة موضوع من الأهمية. أدام الله بيننا المودة والإخاء ولكم من قلبي أخلص الدعاء نور وضياء. اللهم بارك جمعنا هذا بالخير واليمن والبركات إنه سميع المجيب. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur Mohamed Nabil Ben Abdallah, notre guest speaker, honorable assistance. C'est pour moi un pur plaisir et un honneur tout particulier d'introduire cette conférence organisée par l'association Human Development dans une enceinte chargée de sens et dans une institution telle qu'HEL, qu'on appelle communément depuis 33 ans l'école du débat. Honorable assistance, c'est avec joie et grande fierté que je me retrouve encore une fois dans une enceinte où j'ai appris énormément de choses et vécu pleinement une partie de ma jeunesse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sont des images. Ce sont des images que l'on voudrait éternelles et des regards qui valent 1000 mots. Ce sont des souvenirs très chers à mon cœur. HEL, je ne suis pas prêt de t'oublier. Je te dois tant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ladies and gentlemen, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler en anglais, sinon c'est autre chose qui va se passer. Après cette phase émotionnelle que je voulais absolument partager avec vous, nous allons passer ensemble à ce qu'on peut appeler le rationnel. On va passer aux choses sérieuses qui font l'objet de cette conférence, que nous voulons avant tout, et surtout, des moments successifs d'échanges fructueux et responsables sur une thématique d'actualité, comment rétablir la confiance des jeunes dans le discours politique. De prime abord, le plaisir de donner la parole à Imad Zadouk, un jeune homme pétri de talent, qui est d'ailleurs secrétaire général de Human Development Association. J'appelle Imad Zadouk. Mesdames et messieurs, cher Ayo, monsieur Mnatla, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ce soir pour notre conférence organisée par l'association Human Development dans une conférence qui rentre dans le cadre de notre série de conférences. Alors, comme notre association nous a habitués à des débats enrichissants avec des invités de haut calibre, ce soir avec nous, un très grand homme politique, M. Nabil Bnatla, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme. Auparavant, M. Nabil Bnatla a été honoré ou a assumé la responsabilité du ministère de la Communication entre les années 2002 et 2007. Il a aussi assumé la responsabilité du ministère de l'Habitat entre 2012 et 2017, sans oublier que M. Bnatla a été ambassadeur du Maroc en Italie entre 2009 et 2010. Alors, comme nous le savons tous, aujourd'hui nous constatons que le gap entre les jeunes et la politique en général s'est creusé d'une manière très alarmante. Alors, bien évidemment, ce gap ne va certainement pas permettre l'émergence d'une élite qui va gouverner le Maroc de demain. Alors, je vous laisse découvrir les analyses et les réponses de M. Bnatla supplémentaires. Bonne conférence. Merci Imad. Merci à tout ce beau monde d'être là. Merci Madame Samia Tounzi, Madame Ben Amour, Monsieur Saïr pour leur soutien inconditionnel. Merci à notre partenaire médiatique, le CTV, pour cette couverture exceptionnelle.
Honorable assistance, une thématique d'actualité qui nous interpelle à plus d'un titre. Un contexte spécifique, un concept innovant, un intervenant de grand calibre, connu et reconnu, volontaire et volontariste, que je ne saurais comment remercier pour sa disponibilité, son engagement et sa présence effective. Une audience acquise à la cause avec qui je souhaite et nous souhaitons bien sûr communiquer en toute interactivité et bien sûr en toute intelligence collective. Honorable assistance, vous le savez, les 2 dernières décennies ont connu un éloignement considérable des jeunes du champ politique. Nous nous rappelons avec grande nostalgie la dynamique et l'impact des étudiants des différentes universités marocaines sur le fait politique. Union nationale des étudiants du Maroc et j'en passe. Malheureusement, aujourd'hui, une crise de confiance règne sur la relation entre acteurs politiques, en l'occurrence les partis politiques, et bien sûr entre les jeunes. Et comme il est évident que le sort de notre très cher pays en est dépendant, les partis politiques doivent faire un effort considérable en matière de restructuration et de communication pour améliorer leur attractivité, approcher et susciter par là même l'intérêt des jeunes. Monsieur Mohamed Nabil Ben Abdallah, nous souhaitons avoir votre lecture par rapport à 4 axes de réflexion. Primo, quel est le constat que vous dressez autour de cette crise de confiance entre les jeunes et la politique? 2. Les causes et les conséquences de cette situation. 3. Quelles sont les solutions pour inverser la tendance? 4. Quel est le Maroc que vous êtes en train de nous préparer, que ce soit en tant qu'électeurs ou en tant que futurs élus? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous êtes aussi nombreux aujourd'hui, je sais que c'est pour moi. Mais je vais vous décevoir dans quelques instants, parce que vous ne m'avez pas applaudi très très fort. Avec nous, le guest speaker de la soirée, actuel secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme, ex-ambassadeur de Sa Majesté en Italie, ex-ministre de l'Habitat et de la Politique de la Ville, ex-ministre de la Communication porte-parole du gouvernement. C'est un grand orateur. Mais le plus important, c'est qu'il est avec nous ce soir pour vous faire plaisir en live, en direct, sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Mohamed Nabil Ben Abdallah, s'il vous plaît. Vous avez une parole libre de 30 minutes. Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être là aujourd'hui. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis dans une institution avec laquelle j'ai partagé énormément de choses depuis sa création il y a de nombreuses années. Et que ce soit à Casa, à Rabat, à Fès en particulier, eh bien je ne compte plus le nombre de conférences que j'ai pu animer avec d'autres responsables à différents niveaux et sur différentes thématiques au niveau donc d'achat. C'est un vrai plaisir de voir que vous reprenez non seulement les cours, mais également cette ouverture sur le monde, cette ouverture sur la société qui a toujours été pratiquée par Hachem. Je n'ai pas demandé au départ, comme j'ai l'habitude de le faire, s'il fallait l'exprimer en arabe ou en français. C'est comme vous voulez. Donc, c'est pas moi qui veux, c'est vous qui décidez aussi. Est-ce que c'est retransmis? Non, c'est pas en live. Donc, si c'est pas en live, on peut rester en français. Parce que quand c'est en live, il vaut mieux passer à l'arabe. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui s'intéressent un peu aux choses le font plutôt en langue arabe. Maintenant, je vais commencer par quelque chose. Vous savez, j'ai du mal, beaucoup de mal en ce moment, dénicher des talents en matière politique. Et je connaissais Eyoub, mais je ne lui connaissais pas ses talents d'animateur et d'orateur, que ce soit en langue arabe ou en langue française. Donc je suis heureux aujourd'hui de constater que la relève est assurée. Mais c'est bien de relève dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que en me retrouvant dans des cercles comme ma chaire, comme l'université de manière générale, j'ai toujours répondu présent, parce que je considère que c'est un devoir de transmettre, de discuter, de s'ouvrir, de s'exposer aussi à la critique, de s'exposer au questionnement,
de prendre des attitudes et des comportements qui parfois sont sévères à l'égard de la classe politique, à l'égard des partis politiques, y compris à l'égard du mien, le Parti du Progrès et du Socialisme. Mais c'est ainsi que va la vie. J'ai été personnellement formé à cette école, pas à HEM, mais j'ai été formé politiquement, principalement et avant tout, certes, dans les dernières années du lycée, parce que j'étais un peu précoce, mais également à l'université, en particulier au moment des années d'université. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on attrape le virus, ou qu'on l'attrape. On peut l'attraper sur le tas, ça arrive. C'est rare, disons, de s'investir profondément en politique quand on ne le fait pas dans les années d'études post-baccalauréat généralement, ou un peu avant le bac, ou également un peu après, c'est-à-dire au moment même où il y a encore la flamme de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'épuiser, c'est mon entrée en matière, nous sommes en train d'épuiser une génération, des générations de décideurs marocains sur le champ politique, de décideurs qui ont meublé les partis politiques, qui ont fait les directions des partis, en particulier les partis, ce qu'on appelle les partis nationaux et démocratiques, c'est-à-dire les partis qui ont longtemps été dans l'opposition, maintenant ça commence à devenir la vieille histoire aussi, en particulier jusqu'en 97-98, avant l'émergence du gouvernement d'alternance démocratique avec Abdelrahman Yousfi. Donc ces partis, mais d'autres aussi, soit qui ont accompagné le Maroc depuis l'indépendance, comme le mouvement populaire, ou d'autres partis qui ont été créés plus tard. Beaucoup de ces partis se sont alimentés au départ dans les rangs de l'université et souvent, pour ce qu'on a appelé par la suite les partis de l'administration, ça veut dire les partis qui n'ont pas été créés par eux-mêmes, qui ont été créés dans le cadre d'une initiative pour essayer de contrer un peu les partis d'opposition de l'époque, y compris ces partis-là. Lorsque vous revenez sur le CV, sur le parcours de leurs dirigeants de l'époque, eh bien vous trouverez que beaucoup d'entre eux ont été formés chez les partis nationaux. Beaucoup. C'est eux qui ont constitué les premières directions du RNI, de l'UC, du mouvement populaire lui-même par la suite, etc. Donc en fait, c'est dans les milieux de l'université, c'est dans les écoles supérieures, au Maroc, à l'extérieur du Maroc, que nous avons pu alimenter le champ politique national. Et quand on dit alimenter le champ politique national, c'est également alimenter le champ électoral, le Parlement en particulier, les différents gouvernements qui se sont succédés. Toutes ces personnes, humblement, je fais partie de ces générations, eh bien, nous avons été formés dans ce cadre. C'est pour ça que j'ai toujours répondu présent, c'est pour ça que j'ai toujours voulu partager avec vous, des jeunes comme vous, des discussions sur le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en train de vivre une période particulièrement difficile. Certes, le Maroc arrive à s'en sortir. Je ne ferai pas ici un exposé ni économique ni social, ni encore moins sanitaire sur les catastrophes que nous sommes en train de traverser avec l'impact de la Covid. Encore qu'au Maroc, on arrive plus ou moins à s'en sortir par rapport à d'autres pays. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui, et vous verrez que c'est extrêmement délicat, extrêmement difficile. Non, ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire que, vous le savez, nous avons un exposé, une échéance importante, des échéances importantes. Ce sont les élections qui devraient être organisées en septembre prochain. Et je dis, vous le savez,
j'ose vous dire comme ça, je ne sais pas si vous vous y intéressez vraiment. Parce que quelque part, c'est en train de se passer comme si ça n'existait pas. Et dans les franges de la jeunesse, dans les franges diverses de la société, eh bien, on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'institutions politiques, partis avec le Parlement, avec le gouvernement, qui essayent de préparer des lois électorales pour essayer d'organiser les prochaines échéances, et une immense majorité de Marocains et de Marocaines, en particulier dans les tranches de la jeunesse, qui n'a pas l'air de beaucoup s'intéresser à tout cela. Ceci a une cause, a des causes. Ceci ne découle pas juste du fait que nous ne sommes pas bons, comme on le lit souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux, ou bien que nous serions tous des malhonnêtes, des hommes et des femmes qui ne sont pas dignes de confiance, ou bien que tous ceux qui gèrent quelque part à un certain niveau de décision ne sont là aujourd'hui que pour se remplir les poches, ou que pour s'alimenter en deniers publics et trahir la cause du peuple. Parce que c'est ce discours que nous entendons souvent, et le plus souvent aujourd'hui, parce que, et oui, Yo, tu as raison, il y a une défiance grave aujourd'hui à l'égard du politique. Une crise de confiance réelle. Mais cette crise de confiance, elle a des origines. C'est pas juste une affaire qui a commencé il y a quelques mois. Je voudrais ici vous rafraîchir rapidement la mémoire pour vous dire, parce que je n'ai que maintenant plus que 25 ou 20 minutes, j'aimerais juste vous dire que dans l'histoire du Maroc, depuis que nous avons obtenu l'indépendance, vous le savez, ceci est contenu dans un rapport officiel qui s'appelle le rapport du cinquantenaire, qui a été produit par une équipe dirigée par Feu Ziad Belfri. Ce rapport du cinquantenaire, sa principale conclusion, c'est de dire que jusqu'au début des années 2000, c'est-à-dire il y a 15 ans à peine, parce que le rapport est sorti vers 2007-2008, jusqu'au début des années 2000, eh bien, le Maroc a perdu beaucoup de temps, non pas dans une lutte pour le développement, mais dans une lutte pour le pouvoir. Ça veut dire que malheureusement, il y avait une méfiance qui régnait au lendemain de l'indépendance entre les composantes du mouvement national, à l'époque composé principalement des partis d'Istiqlal, du Parti communiste marocain qui est fondateur de l'actuel parti que je représente, c'est-à-dire le Parti du progrès et du socialisme, à la suite de l'Union nationale des forces populaires, et ensuite l'Union nationale des forces populaires qui s'est transformée en Union socialiste des forces populaires. Et accessoirement, les dérivations qui sont sorties de ces partis de gauche, qui ont créé ce qu'on appelle la gauche radicale dans ses diverses composantes. Entre toutes ces composantes et entre le régime, il y a toujours eu malheureusement une méfiance. Et donc à partir de là, nous avons eu des périodes qui ont été très dures, très difficiles, notamment les années 60, où nous sommes passés des années 60 et début des années 70, très vite, nous sommes passés par des phases que vous n'avez pas connues. Moi-même, j'étais très jeune, dans laquelle, eh bien, il y a eu ce qu'on appelait les années de plomb, pour lesquelles le Maroc a payé un prix très lourd, et que le Maroc officiel a reconnu à travers ce fameux rapport d'équité et réconciliation. C'est un rapport courageux également, dans lequel il a été dit clairement, il y a eu des erreurs, il y a eu des atteintes aux droits de l'homme, il y a eu des personnes disparues, il y a eu des personnes qui sont mortes, il y a eu des peines de prison, il y en a qui se sont retrouvés en prison sans jugement, etc., des exilés, tout cela,
On l'a lu, on a eu le courage, on fait partie des rares pays qui ont pu lire ces choses-là, les lire et se dire voilà, on va adopter des mécanismes pour que plus jamais ce genre de choses ne se produise. Et ça a laissé un impact, ça a laissé des traces, première cause. Parce qu'il était très difficile à un moment de faire au sein des gens. Mais malgré cela, ce qui est bizarre, même très bizarre, c'est que quand vous allez vers les années 70 ou le début des années 80, alors même que faire de la politique est dangereux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'est pas dangereux de faire de la politique aujourd'hui. Sauf si vous êtes peut-être brûlé et que vous voulez casser tous les fondements de l'État dans lequel nous nous déplaçons pour essayer de créer autre chose. D'ailleurs, comme on le disait à l'époque de notre jeunesse, faire la révolution. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire la révolution, mais il s'agit tout simplement de créer l'évolution nécessaire pour que le Maroc puisse aller vers une société de démocratie, de progrès, de liberté, d'égalité, de justice sociale, etc. En tout cas, c'est ce que nous défendons au PPS. Et donc, à l'époque, eh bien, malgré cela, il y avait beaucoup de jeunes, et dans les universités, dans les écoles qui existaient à l'époque, la majorité écrasante des jeunes s'intéressaient à la politique. Parce qu'il y avait du mouvement, parce qu'il y avait de l'intérêt, parce qu'il y avait des débats profonds, et parce que certainement aussi il y avait une place pour l'idéalisme. Je fais partie d'une génération qui a cru, comme ça, à un idéal qui s'appelle le socialisme. Parce que pour moi, le socialisme, c'était l'égalité entre les gens, l'égalité entre l'homme et la femme, le fait qu'on combatte la pauvreté, la misère, que tout le monde ait un revenu, et qu'on puisse vivre dans une société où on ne voit pas de pauvreté, on ne voit pas d'exclusion, etc. Donc c'est un idéal. Et on se disait, allez, vogue la galère, on va y aller, on va rentrer. Je vois quelqu'un qui a accompagné ces mêmes années devant moi, exactement de la même manière. Donc on a vécu cela. Allez dire à un jeune aujourd'hui, voulez-vous nous rejoindre, s'il vous plaît, pour le socialisme? Vous allez tous me rigoler, je crois, en me disant, ah oui, vous êtes pas un peu has-been, un peu dépassé, si en nous parlant comme ça. Donc déjà, vous voyez la différence. C'est bien, aujourd'hui que la politique ne mène pas en prison, on a de plus en plus de mal à recruter des compétences et des jeunes. Parce que la méfiance est là, et parce qu'il y a une défiance à l'égard de l'action politique. Lorsque le Maroc s'est ouvert progressivement dans ce qu'on a appelé le processus démocratique, partie du progrès ou du socialisme, nous avons appelé ça le processus démocratique. Ça remonte à quoi? Ça remonte à l'ouverture qu'il y a eu en 74, 75, 76, avec les premières élections communales et les premières élections législatives après l'état d'exception, à la faveur de la volonté de feu Sa Majesté Hassan II de récupérer le Sahara, avec l'appui des forces nationales et démocratiques. Eh bien, le deal qui a été passé à l'époque avec ces partis, y compris le PPS, c'est de dire ok, on va s'intégrer à l'action parce que nous aussi nous sommes des forces patriotiques et nous avons toujours voulu que le Sahara puisse être libéré, mais il nous faut une ouverture démocratique. Qu'il y a eu une ouverture démocratique. Mais lorsqu'il y a eu l'ouverture démocratique, ça aussi ça va laisser des traces indélébiles à aujourd'hui. Nous avons organisé des élections qui en 76-77, en 83-84, en 92-93, en 97-98 ont été des élections qui ont été trafiquées. Et des élections dont le résultat était pratiquement connu avant, avec une volonté d'amoindrir au maximum les forces nationales, en particulier Istiqlal, l'USFP, le PS, et de faire en sorte que les autres partis puissent, d'une manière ou d'une autre, arriver dans les premières positions. En fait, on était là, et nous, on jouait le jeu. Parce que vous pouvez me sortir, pourquoi avez-vous accepté de jouer le jeu? Parce que c'était le débat que nous avions avec l'extrême gauche à l'époque. On leur disait tout simplement, nous n'avons pas beaucoup de choix, le meilleur moyen d'avancer, c'est de grappiller progressivement des positions et d'élargir notre assise. Nous avons soit ça, soit nous devons pratiquer des choses dont nous ne sommes pas convaincus et qui n'ont mené à rien. Ça veut dire prendre les armes ou essayer des changements par la violence. Et nous ne voulions pas ça pour notre pays. Et tant mieux que
nous avons été toujours des gens responsables qui ont considéré que le changement devait se faire par les moyens démocratiques, malgré les réticences et les points négatifs qu'il y avait à l'époque. Mais ce qui se passait à l'époque, c'est que vous avez eu des conseils communaux, vous avez eu un parlement, vous avez eu un certain nombre d'institutions qui étaient pleines de gens mal élus. De manière générale, entre parenthèses, parce que je vois beaucoup de jeunes filles, de manière générale, c'était des hommes. Il n'y avait pratiquement pas de traces de femmes dans les instances élues. Ça aussi, c'est quelque chose qui a laissé des marques indélébiles à aujourd'hui. Le Parlement de 77, il n'y avait pas une femme. Celui qui l'a suivi par la suite, il n'y avait pas une femme. Il a fallu attendre le Parlement de 92 pour avoir la première femme qui rentre. Une seule. Puis en 97, deux. Et bien sûr, nous avons mis dans les communes, malheureusement, non pas ce que nous avions de meilleur dans la société. Si au moins les élections étaient orientées, trafiquées, que nous avions mis dans les communes ce qu'il y a de mieux dans la société, à ce moment-là, on aurait eu des gens qui auraient fait des routes, qui auraient construit des logements, qui auraient fait des choses intéressantes pour le pays, et ça aurait laissé au moins en se disant, au moins le pays a travaillé. Mais là, de manière générale, on a souvent porté, sauf à quelques exceptions, on a porté aux affaires des gens qui n'ont pas servi, mais se sont servis. Et ça aussi, ça a laissé des traces à nous. Parce qu'on a mis ces gens-là en face de militants, propres, intègres, qui se sont battus. Parce qu'il y en a eu quelques-uns qui ont pu se faufiler et qui ont pu être présents dans des communes à Casablanca, parce qu'avant Casablanca, il n'y avait pas une seule commune, il y avait la commune de Maarif, la commune d'Anfa, la commune de Gada, etc. La même chose à Rabat. Un peu partout, à travers le Maroc, il y avait quand même des représentants de ces partis nationaux qui arrivaient à se faufiler et parfois à être président de commune ou autre, comme il y avait sur un parlement constitué de quelques centaines, il y avait quelques dizaines de représentants des partis nationaux et démocratiques. Mais la majorité était ailleurs. Et donc, quelque part, on a créé quoi comme impact? À quoi ça sert de voter? À quoi ça sert de se déplacer si les élections sont déjà décidées avant et que ça sert, on connaît déjà les majorités? Et là aussi, ça a laissé des traces indélébiles. Par la suite, nous avons eu, à partir du début des années 2000, une nouvelle phase dans la construction démocratique. C'est celle initiée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est savoir réformons, ouvrons. Et là, vous avez eu cette effervescence extraordinaire de réformes qui touchaient, tournant la page du passé, équité et réconciliation. Réformons le code de la famille pour donner plus de place à la femme. Réglons les problèmes des droits de l'homme et des libertés. Ouvrant la voie à des grands chantiers de développement économique. Le pays, quand même, en 20 ans, a changé, il faut le reconnaître. Il a changé sans pour autant que nous ayons réglé tous les problèmes. C'est évident. Le pays a changé. Nous avons construit des centaines de kilomètres d'autoroutes, nous avons construit de grands ports, nous avons construit des secteurs économiques qui sont, pour certains, relativement avancés, relativement développés. Le Maroc se porte mieux qu'il y a quelques dizaines d'années. Et nous sommes partis dans ce cheminement en se disant, ça y est, nous allons tourner une page de manière définitive. Malheureusement, là encore, à la fin des années 2000, il y a eu quelques hésitations qui ont fait que, grâce à ces avancées qui étaient dues à l'action aux forces d'opposition de l'époque, de grâce, arrêtons ces 50 années dont a parlé le fameux rapport d'action commune, arrêtons de nous regarder en chien de faïence, arrêtons de nous tirer dessus, le Maroc y perd, contribuer et d'être présent au gouvernement. Et donc cette action commune a permis de changer de développement par la suite qui ont fait qu'on s'est dit, attention, ces partis nationaux, encore une fois, STEPLEN, SFP, PPS, qui se retrouver avec cette partie-là. Pourquoi ne pas créer autre chose qui puisse mener dans le pays? Et à partir de là, on a décidé de créer un nouveau parti
connaissez. Ils font bien de les reconnaître parce qu'aujourd'hui, le PAM peut construire quelque chose. Lorsque le PAM est arrivé, j'ai eu l'occasion moi-même de dire à ces gens-là, mais c'est bien, vous voulez créer un parti, c'est bien. Que ce parti, lui aussi, comme on a fait avec ceux qui ont été créés avant, et bien que ce parti puisse occuper la première position. Il n'y a que lui qui peut le faire et que nous en étions incapables. Et on a vu ce que ça a donné comme résultat de manière à ce que lors des dernières élections de 2018. Je ne pense pas qu'ils en représentent autant aujourd'hui, parce qu'il y a l'usure du pouvoir, parce qu'ils n'ont pas eu. Mais je ne suis pas dans un meeting électoral, je suis plus dans une conférence politique, j'aurai le temps de développer ce genre de choses. Et donc, là aussi, avec tout ce qui s'est passé, et aujourd'hui, eh bien, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous essayons de créer un environnement favorable pour que nous puissions dépasser tous ces impacts. Je vous ai parlé de choses, certainement pour beaucoup d'entre vous, vous ne les avez pas connues. Mais soyez certains, soyez certaines que dans votre environnement, chez vos parents, dans les gens qui sont un peu plus âgés, lorsque vous les entendez parler, la défiance, l'attitude un peu hautaine, l'attitude de refus qu'ils ont à l'égard du monde politique, oh, de toute manière ça ne sert à rien, c'est tous les mêmes, etc., comme je le disais au début, elle vient de tous. Et je vais conclure en vous disant, je fais partie de générations qui ont vécu tout ça. Ça ne nous a pas empêchés de nous battre. Ça ne nous a pas empêchés même de participer à des élections en sachant très bien qu'on allait perdre. Vous imaginez ce que c'est. C'est comme si vous rentrez dans un match de foot. Vous rentrez pour jouer, et vous savez dès le départ que même si vous jouez bien, il y a un arbitre qui va déclarer que le match a été perdu par vous par 3-0 ou 4 ou 5-0. Et vous rentrez quand même jouer. Parce que vous vous dites, il y a un public. Parce que vous vous dites, il y aura au bout du compte une justice. Et au bout du compte, il y aura un peuple qui finira, comme tous les peuples du monde, par imposer un idéal, par imposer un objectif, à savoir l'émergence d'une société de progrès, d'égalité, d'essor économique, de justice sociale. Et cet idéal, c'est plus la peine aujourd'hui, surtout pour des générations comme vous, de l'appeler socialisme ou de l'appeler autre chose. Appelons-le juste une aspiration à la démocratie, à une vraie démocratie, dans laquelle les gens sont libres, dans laquelle nous appartenons à un pays où on sent qu'il avance, qu'il travaille, dans laquelle nous réalisons des développements sérieux au niveau économique, dans laquelle nous sortons de la pauvreté des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et malheureusement, des millions de gens qui, aujourd'hui, vivent des conditions extrêmement difficiles. Vous savez, lorsqu'il y a eu la crise de la Covid et que l'État, sur l'initiative de Sa Majesté, a pris l'initiative de mettre en place ce fonds et de distribuer des subsides, il y a eu plus de 6 millions de familles qui ont tendu la main parce qu'elles vivent dans la précarité. Parce que pendant cette période, elles n'avaient pas de revenus. 6 millions de personnes, ça fait à peu près 6 millions de familles. Ça fait plus de 20 millions, pour ne pas dire presque 25 millions de Marocains sur les 36 ou 37 qui vivent dans la précarité. Malgré tout ce que nous avons fait comme effort, malgré tous les développements énormes qu'a enregistré le pays, malgré des sources de fierté, comme on a géré par exemple la discipline avec laquelle on a géré cette phase de confinement, comment se passe la campagne de vaccination, les progrès que nous avons réalisés au niveau infrastructurel ou autre. Le Maroc a fait des choses importantes. Et nous faisons partie de ceux qui ne peuvent se transformer en porteurs d'une vision défaitiste, négative, comme quoi il n'y a rien, que nous sommes un pays qui n'arrivera jamais à rien, etc. Non. Pour pouvoir valoriser ce que nous allons faire demain, il faut d'abord valoriser ce que nous avons pu faire hier et ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons fait des choses, nous avons encore beaucoup de choses. Et aujourd'hui, si on veut réintéresser la jeunesse, si on veut faire en sorte que
qu'il y ait une sorte de réconciliation entre les jeunes et la classe politique, il faut donner une autre image. Il faut donner des signaux. Et c'est le discours que je porte aujourd'hui. Avant d'aller vers les élections, avant de dire aux gens caution électorale, pas caution électorale, etc., les gens n'en ont rien à battre du caution électorale. Les gens ne seront intéressés que quand il y aura un air, un souffle, et qu'ils sentiront que dans la société, eh bien, nous nous engageons dans une ère de liberté, de respect des libertés individuelles pour les jeunes femmes, pour les jeunes hommes, qu'on puisse faire de sa vie ce que bon nous semble. Que la démocratie soit respectée, que les élections puissent vraiment porter au poste de responsabilité des hommes et des femmes responsables, propres, honnêtes, compétents. Mais si nous voulons des hommes et des femmes propres, honnêtes et compétents, où allons-nous les chercher? Comment voulez-vous qu'un parti comme le Parti du Progrès et du Socialisme, je le disais avant de rentrer dans cette conférence, lorsque nous sommes en train de préparer les élections aujourd'hui, eh bien, ça se passe dans un microcosme où il n'y a que les créatures électorales qui ont la capacité de venir dans une circonscription, de rafler des milliers de voix, alors que des gens comme vous, voire même moi, qui ai une expérience politique et autres, si on se présente entre eux, eh bien on se ramassera une gamelle. Mais si vous n'intégrez pas cette action politique, si vous ne venez pas vous battre comme nous nous sommes battus au moment où la politique pouvait nous mener en prison, alors qu'aujourd'hui elle ne vous mènera pas en prison, elle vous mènera au maximum à quelques sacrifices dans votre vie personnelle. Moins voir vos enfants, moins voir vos familles, plus vous investir dans l'action publique, c'est le maximum qui vous sera demandé aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça puisse évoluer si vous pensez que cette action doit être menée uniquement par le haut? Aucun pays au monde n'a construit la démocratie uniquement par le haut. Certes, il peut y avoir des décisions qui peuvent accompagner, je vous dirai aujourd'hui, et nous le disons dans des communiqués que nous sortons régulièrement. Il n'y a rien qui puisse faire peur de ce côté. Nous disons, bon, ça va, il y a eu la crise du RIF, allez, s'il vous plaît, ça suffit, ils ont passé suffisamment d'années en prison. Sortez-les. La même chose pour Jrada. C'était une action sociale, les gens se sont exprimés. Allez, libérez ceux que vous avez emprisonnés. Il y a quelques têtes un peu chaudes qui ont exprimé des choses par voie de presse ou autre. Bon, c'est pas ça qui va inquiéter le Maroc. Le Maroc est assez stable, etc. Pour faire en sorte que vous puissiez libérer tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se trouvent aujourd'hui en prison juste parce qu'ils ont dit des choses ou qu'on a considéré qu'ils avaient commis des actes qui étaient dommageables ou bien qui enfreignaient la loi. Bon. Prenons des décisions de réforme du code pénal, par exemple. Pourquoi le code pénal? Parce qu'il y a ces questions de liberté individuelle, collective. Donc, certes, il faut que ces actions soient prises par le haut pour créer un climat politique nouveau, un climat de réconciliation. Parce que le grand débat que nous allons avoir pour les mois à venir, c'est ce que vous, avant vous, qui portez la connaissance, qui portez le savoir, qui êtes d'un certain niveau intellectuel, est-ce que vous, déjà, vous allez participer à ces élections? Des quid, des millions de Marocains et de Marocaines qui aujourd'hui ne sont même pas inscrits sur les listes. Nous avons potentiellement 25 millions de personnes qui doivent être inscrites sur les listes. 25 millions sur 36 millions de Marocains, potentiellement. Il y en a 16 millions qui sont inscrits. Il y en a déjà 9 qui ne sont même pas inscrits. Ça veut dire rien à battre. Et dans ceux qui sont inscrits, seulement la moitié se déplace pour voter. Et dans ceux qui se déplacent pour voter, il y en a au moins 1 million qui déposent des bulletins blancs. Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas s'exprimer réellement. C'est déjà un acte que de se déplacer et de voter blanc. C'est une expression démocratique comme une autre. Donc je conclurai en vous disant, comment voulez-vous que les choses puissent évoluer
en rejetant uniquement la responsabilité sur l'autre. Oui, nous sommes responsables. Même si un parti comme le PPS est beaucoup moins responsable que les autres forces politiques, parce que nous avons résisté, nous avons pris des coups, nous avons continué, nous sommes restés debout. Et nous restons debout aujourd'hui. C'est vrai que les partis politiques ne donnent pas aujourd'hui la meilleure image. C'est vrai que les partis politiques ne s'ouvrent pas comme il faut sur les jeunes. C'est vrai qu'il faut démocratiser ces partis. Mais c'est vrai aussi que lorsqu'on veut démocratiser ces partis, et j'ai souvent eu l'occasion de le dire ici même, et je conclurai avec ça. Vous savez, moi quand je me bats dans mon parti, et que j'essaye d'imposer des têtes nouvelles, et de faire émerger des compétences nouvelles, quand je me tourne à droite et que je n'en trouve pas, et quand je me tourne à gauche et que je n'en trouve pas, je suis obligé de faire avec ce qu'il y a déjà dans le parti, quel que soit le niveau de ces gens. Fort heureusement aujourd'hui, je commence à sentir un certain espoir, parce qu'au moment où je me prépare à tirer ma révérence, je vois qu'il y a, y compris dans cette salle, des jeunes qui ont envie de reprendre le flambeau. J'espère qu'il y en aura de plus en plus et que vous allez tout simplement comprendre tous et à travers vous que les Marocains et les Marocaines et surtout de votre tranche d'âge vont comprendre que personne ne viendra construire le Maroc de demain à votre place, que c'est à vous de vous battre pour le construire. Merci, M. Mohamed Nabil. Je suis séduit, voilà. Je suis séduit par toutes ces belles paroles qui vont dans le fond. Cette lueur d'espoir un peu claire, mais intelligible. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après ce discours d'à peu près 35 minutes, une réjoute oratoire qui nous a permis de contextualiser, bien sûr, cette crise de confiance entre les jeunes et la politique, en faisant le diagnostic cause-conséquence et bien sûr en proposant des solutions efficaces pour y remédier. Et cet appel très 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 important pour la jeunesse. Permettez-moi, Sinabi, ils se sont véritablement concentrés. Ils ont véritablement été assidus, disciplinés. J'ai rarement vu une conférence pareille. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est parti. Vous allez faire. Et l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Très très fort, s'il vous plaît. Une certaine innovation pour M. Mohamed Nabil, s'il vous plaît. Une certaine innovation. Vous êtes là de Human Development Association. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Alors là, nous allons vivre une conférence, celui des questions. Nous allons bien sûr, avec votre aimable permission, définir un certain nombre de préceptes et de principes qui vont nous permettre d'éviter toutes sortes d'erreurs de casting à ce niveau-là, et bien sûr pour que je puisse mener mon travail convenablement bien. Donc nous allons prendre une série de 5 questions. S'il vous plaît, j'ai 10 questions, auxquelles M. Mohamed Nabil Ben Abdullah va essayer de répondre le plus clairement possible. Micro, s'il vous plaît, et on commence. Micro. Donc, première question. Votre prénom, votre fonction et, bien sûr, votre numéro de carte bancaire pour Human Development Association. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis Chazou John Massi, étudiant en première année à HEM. Ma question est la suivante et concerne principalement les causes de cette crise de confiance des jeunes en le discours politique. Monsieur, la confiance des jeunes en le discours politique n'est-il pas altérée par les réseaux sociaux quand on sait à quel point nous sommes une génération tellement connectée? Je m'explique. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et en particulier des firmes telles que Google, nous voyons une certaine campagne de désinformation qui touche tout le monde en général. Et cette désinformation empêche réellement les jeunes d'avoir un avis objectif par rapport au discours politique. Merci. Merci. Donc, vous dites que le rapport d'équité et de la réconciliation est une bonne chose, mais on n'a rien appris de tout ça. Regardez maintenant avec le Hirak Jalil, les militants du Nadol de Jarada
et même les têtes chaudes, alors que moi j'appellerais sans langue de bois des prisonniers politiques, comme Amar Radi, le journaliste Souleymane Ressouni, ou même l'intellectuel Matemouchi. Si, lorsque on a eu un nouveau roi, on a fait un rapport de l'équité et de la réconciliation, maintenant il refait la même chose avec son état policier, avec les prisonniers politiques, et peut-être qu'avec un nouveau roi, on aura aussi peut-être le même rapport. Et ça va continuer comme ça dans un cercle vicieux. Comment voulez-vous qu'on fasse vraiment confiance en ce genre de politique, monsieur Nabla? Merci. Je suis Fadil Marouane. Moi, je suis comptable dans une compagnie aérienne. Je tiens à remercier premièrement les étudiants de l'HEM pour organiser cette conférence. Nous avons vraiment besoin des conférences comme celle-là, surtout avec une présence physique, maintenant qu'il est à distance. Bon, j'ai deux questions. La première, c'est, je m'adresse à M. Nebin Abla en tant qu'il fait partie vraiment d'un courant plutôt idéologique. Et ma question, c'est que, je suis en train il y a plusieurs gens qui sont en train de constater qu'il y a un courant de nihilisme. Il y a tout un courant qui pense que c'est juste la bonne vie, c'est juste rester à la maison et voir des séries sur Netflix, quelque chose comme ça. Et c'est la même chose s'il travaille. C'est travailler après, revenir à la maison dans une routine qui n'a aucun objectif dans la vie, qui n'a aucune ambition. Alors, comment jugez-vous vraiment ce courant qui est vraiment en train de se propager dans les jeunes durant le jour? Deuxième question, je sais très bien que ce n'est pas le sujet, mais quelles sont vos prédictions pour les prochaines élections? Quelques questions. Moi, en tant que jeune et concerné de ce sujet, par exemple, on parle de la confiance des jeunes par rapport aux partis politiques. Moi, personnellement, je suis la politique depuis des années. Et à travers ce sujet, j'ai constaté des choses. Par exemple, si je reviens un petit peu en arrière, il y avait des sujets, et vous allez bien connaître ce que je vais dire, qui ont créé une polémique entre les partis qui constituent la majorité du gouvernement. Et par exemple, si on prend le cas de votre parti PPS, il y avait un sujet dont ils ont décidé de se retirer quand même. Ça, personnellement, je vois, ça montre que les partis qui ont un problème de confiance entre les partis. Donc, moi, en tant que jeune, si je vois qu'il n'y a pas une confiance entre ces gens-là, comment je vais pouvoir les faire confiance? Ça, d'une partie. Par exemple, la deuxième question, c'est à propos du modèle du développement. Comme vous le savez bien sûr, le modèle du développement, on peut dire que c'est comme une route qui va donner les stratégies, savoir les décisions qu'on doit prendre dans différents secteurs. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas le modèle de développement au Maroc. Et ma question, c'est on va où, plus précisément? Ma troisième, à propos de la liste des jeunes dernièrement qui a été annulée, certains disent que oui, c'est parce qu'il y a, on va dire que la majorité ne mérite pas, mais je pense que ce n'est pas une cause qui va nous laisser l'annuler complètement. Et la question, c'est à propos du PPS. Qu'est-ce que le PPS prépare pour gagner la confiance des jeunes aux élections 2021? Je m'accorde un plaisir d'être parmi vous. J'ai deux questions, si vous permettez, M. Blabla. La première, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont un impact négatif ou néfaste? Est-ce qu'ils ont peut-être tendance à ralentir l'intégration des jeunes dans le discours politique? Et puis après, quel est votre plan d'action de communication digitale au sein du parti? Merci beaucoup. Première série de questions. Essayez d'être bref, parce que sinon je repartirai dans une autre conférence.
la première et la dernière question se rejoignent. Difficile aujourd'hui, voire impossible, de mener une action électorale, de mener une action politique, si on n'est pas dans les réseaux. Difficile de mener une action politique si on se contente des vieilles actions que moi-même j'ai eu à pratiquer dans ce qu'on appelait à l'époque, ce n'était même pas communication, avant que ça devienne communication digitale, on appelait ça la propagande. Et ça avait une connotation qui n'était pas forcément péjorative à l'époque, la propagande. C'était comment diffuser des idées, l'idéologie, le programme, les orientations. Alors, aujourd'hui, oui, et surtout au Maroc, mais partout dans le monde, il faut dire une chose, c'est qu'il y a une crise dans le monde, non pas une crise politique, une crise du politique. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase dans l'évolution de l'humanité où probablement il y a des questionnements qui se posent sur l'utilité de la représentation politique. Ça circule beaucoup, étant donné que chacun d'entre nous aujourd'hui, chacun d'entre nous est porteur de ça, ou de plus gros que ça, une tablette, un ordinateur ou autre, d'accord, même une montre, eh bien, chacun s'exprime à sa manière et n'a même plus besoin d'aller recourir à des médias, comme on les appelle, et les médias, comme le nom l'indique, c'est wasa'it, et maintenant ce sont des moyens entre ceux qui s'expriment, ceux qui sont porteurs d'une idée, ceux qui sont dans un champ politique, dans un champ culturel, dans un champ économique, dans un champ social, dans une association, qui veulent impacter, qui veulent développer des idées, et ceux qui sont les récepteurs. Donc aujourd'hui, n'importe quel jeune, n'importe lequel d'entre vous aujourd'hui ou ailleurs, va se dire, moi j'ai pas besoin de... Moi quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose aujourd'hui, si j'ai besoin de dire j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je l'écris sur le poste et puis stop, basta. Tu ne sers à rien, vous ne servez à rien. Et donc ça a créé une crise de représentation. Mais on va vite se rendre compte que, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas à travers Facebook ou à travers les réseaux sociaux que nous traitons, que nous pouvons mener une politique publique. S'exprimer, oui, dans les réseaux sociaux. Dire non, refuser, et c'est généralement cela. Quelqu'un d'entre vous a parlé de nihilisme. Ce qu'on trouve le plus dans les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on trouve le plus. Attention. Ce qui court le plus, ce qui domine, ce qui est hégémonique, ça ne veut pas dire que c'est majoritaire. Ce qui est hégémonique, ce qui est plus simple. Le plus simple quand on s'exprime dans les réseaux sociaux, c'est pas de dire, vous savez, déjà pour écrire un post comme celui-là, il faut... Les gens ils vont pas parce que c'est aujourd'hui on est dans l'ère de l'instantané. Donc vous n'allez pas trouver quelqu'un, beaucoup de gens dans les posts sur Instagram, ou sur Twitter, ou sur Facebook, ou sur autre chose qui vont vous dire vous savez aujourd'hui la situation est complexe. Car d'une part il y a un certain nombre d'éléments positifs qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais d'autre part, il y a aussi des éléments négatifs qui sont. Et donc, la solution est dans l'interpénétration et l'interaction. C'est pour pouvoir. Il va vous dire, il y en a ras-le-bol, vous êtes tous des nuls. Il va vous dire, nous refusons cette violence à l'égard des contractuels, ce qui est une bonne expression, ceci étant, parce qu'il faut refuser la violence, parce qu'au lieu du dialogue, on impose la violence à des mouvements de protestation lorsqu'ils ont lieu au niveau social. C'est ce qui s'est passé hier avant-hier avec les contractuels de l'enseignement, indépendamment de la justesse ou non de leurs revendications, mais dans un pays démocratique, dans un pays moderne,
comme ça. On dialogue, on s'ouvre. Donc quand vous avez des choses comme ça, vous approfondissez encore l'élément de refus, l'élément de défiance. Et donc ce qui se passe au niveau des réseaux, c'est que vous avez une minorité qui est agissante, qui s'exprime souvent négativement. Et vous avez une infime minorité encore qui, elle, essaye de s'exprimer positivement. Et vous avez une immense majorité de consommateurs qui, eux, sont là et on a l'impression que ce qui domine sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est que le négatif. Souvent, moi, au parti, on me dit, vous savez, la chose suivante que nous avons développée comme position, c'est des réactions. Je leur dis, montrez-moi. Et donc, je vais et je regarde. Et je vois effectivement que sur quelque chose que nous avons posté, ou une vidéo, ou une émission, ou je ne sais quoi, qu'il y a 20 commentaires négatifs. C'est les premiers. Je vois ça, il y a 20. Mais à côté de ça, je vois 36 000 vues. Je ne veux pas être prétentieux, il y a eu des 350 000 vues, des 500 000 vues. Et j'ai 25 commentaires du style c'est le Al-Kashfa. Donc moi, je ne me laisse pas impressionner. Je me dis, mais 25, c'est du refus. Mais les 320 000, 350 000, ils n'ont pas écrit ça le Al-Kashfa. Donc, en fait, ils ont vu, mais ils n'ont pas commenté. Et la majorité des ados qui ne mettent même pas j'aime, ils ne mettent rien. Ils chauffent, ils chauffent. Vous comprenez? Donc on a l'impression que c'est Ashfa. D'accord? Donc les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire une chose pareille. Je vais vous dire l'expression, mais je ne peux pas vous dire quelle est de qui. C'est une expression admirable. Mais elle est un peu dure. Elle n'est pas de moi. Quelqu'un me disait, les réseaux sociaux, c'est, disons, une sorte de champ, allez, je ne vais pas utiliser la même expression, un vaste champ, dans lequel de temps en temps, on trouve un diable. Vous comprenez, ça veut dire que de manière générale, c'est un champ aujourd'hui qui est ouvert partout dans le monde. Si vous allez au Brésil, si vous allez au Danemark, si vous allez en Angleterre, si vous allez en France, Macron, c'est le produit de quoi? Macron, c'est le produit d'une crise de la gauche, et lui, il n'avait ni parti ni rien du tout, il est venu au milieu, il a fait et il a utilisé les réseaux et s'est placé. C'est un moment, est-ce que ça va marcher encore? Ça peut marcher tant que la crise de la gauche persiste et tant que la crise de la droite persiste. Mais à un moment, la représentation politique, les gens comprendront qu'elle est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut adopter des politiques publiques. Il faut gouverner. Il faut qu'il y ait dans chaque pays. Tant qu'on ne trouvera pas autre chose, on ne va pas créer des gouvernements sur les réseaux sociaux. Il faut un ministère de l'Industrie, un ministère de l'Emploi, un ministère de l'Habitat, un ministère des Affaires étrangères, de l'Intérieur, un gouvernement qui prend des décisions politiques. Certes, pour notre pays, il faut revendiquer haut et fort qu'il y ait un vrai gouvernement, avec un vrai pouvoir, avec une vraie capacité de décision. Oui. Mais on ne pourra pas se passer d'un gouvernement. Quelle forme de représentation voulez-vous? Qui va décider de construire 3000 km pour sortir de routes secondaires et tertiaires pour sortir le monde rural de l'isolement? C'est dans les réseaux sociaux que ça va se décider? Non, donc il faut bien qu'il y ait un gouvernement. Il faut bien qu'il y ait un parlement, sauf si on veut un gouvernement dictatorial qui ne discute avec personne et qui adopte des décisions et qui n'est pas contrôlé. C'est-à-dire qu'il ne va pas au Parlement, comme dans tous les pays démocratiques, pour répondre à des questions orales, à des questions écrites, à des interpellations dans les commissions, faire passer les textes de loi, qu'on lui dise oui, qu'on lui dise non. Donc il faut qu'il y ait un Parlement. Et pour qu'il y ait un Parlement, il faut qu'il y ait des élections. Et pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait des candidats. Et des candidates. Et donc il faut qu'il y ait des partis, avec des programmes, avec des visions.
On peut considérer que c'est has-been, mais aujourd'hui on ne dira pas socialisme, on ne dira pas je ne sais pas quoi, mais on dira, allez, être grosso modo progressiste, et pour d'autres être grosso modo libéraux, ou bien être islamiste, ou bien être centriste. Même si personnellement je continue de revendiquer haut et fort mon attachement au socialisme. Mais c'est une autre histoire. Je ne suis pas là pour faire un exposé sur le socialisme. Donc il faut bien qu'il y ait des idéaux, des gens qui développent des idées et des modèles de développement. Qu'est-ce qu'on veut? Lorsqu'on développe un modèle de développement, il faut bien que les gens s'expriment, qu'ils choisissent. Est-ce que nous voulons une école publique ou une école privée? Est-ce que la priorité doit être à l'école publique? C'est un choix de société. C'est une orientation de gauche. Ce n'est pas une orientation de droite, l'école publique. On peut avoir raison. On peut dire que c'est l'école privée qui peut constituer l'avenir. Est-ce que l'école privée va garantir l'enseignement et l'égalité de l'accès à l'enseignement pour l'immense majorité des Marocains? Répondons. Est-ce que nous voulons un hôpital public ou juste des cliniques privées? Et nous ouvrons la libéralisation du secteur et nous ouvrons à tout le monde la possibilité de créer des cliniques un peu partout, à chaque coin de rue. Est-ce que cela permettra que tous les Marocains soient soignés? Ce sont des choix de société, ça. Donc c'est bien beau, les réseaux sociaux, de dire « Oh, c'est pas possible, vous êtes tous les mêmes, vous ne servez à rien, ah là, ça pourquoi, là, vous avez fait ça, là, vous avez fait ça. » Tant mieux, il y a une vivacité qui ne s'exprimait pas avant. Elle s'exprimait dans les chaumières, dans les foyers, d'accord? Et elle ne s'exprimait pas dehors. Aujourd'hui, elle s'exprime dehors. C'est bien, c'est un contrôle supplémentaire. Il faut faire gaffe pour ne pas se faire allumer. Moi, quand je parle, j'essaie de ne pas me faire allumer par les réseaux sociaux. J'essaie d'éviter que je dise quelque chose, c'est bien, parce que je fais attention en tant que politique. Mais le nihilisme sera difficile à combattre, mais dans tous les cas de figure, on sera tous d'accord sur le jeu. Ce n'est pas juste en exprimant du refus. Ce n'est pas juste en disant non à tout. Ce n'est pas juste en exprimant de la défiance à l'égard de tout le monde. On peut... HEM, excusez-moi, je suis loin de penser ça, vous le savez. HEM, si. Ça sert à rien du tout. Le PS, ça ne sert à rien. Le bus qui passe là-bas, on n'en a pas besoin. L'hôpital, il ne sert à rien. Le médecin là-bas me fait touche. Ça va, non? C'est calme, hein? Oh, on a besoin de créer, on a besoin de faire vivre l'espoir. Même quand on est de gauche, même quand on veut changer les choses, on a besoin de créer chez les gens le sentiment que c'est possible, qu'on n'est pas en train de leur vendre du vent. Donc il faut savoir développer quelque chose de plus positif. Et les réseaux sociaux sont fondamentaux. Et pour nous aujourd'hui, et je répondrai de cette manière à la première et à la dernière question, en com digital, en com de manière générale, on a un effort particulier aujourd'hui. On ne peut pas. 90% de notre com aujourd'hui, c'est le digital. On ne peut pas faire autre chose. Nos conférences sont retransmises systématiquement. Au moment où je vous parle, si vous rentrez sur Facebook maintenant, je vais être à Rabat en même temps, j'ai eu un petit problème de synchronisation, tellement je suis un peu débordé en ce moment. Honnêtement, j'ai failli venir hier. J'ai failli venir hier parce que je croyais que la conf était hier. Donc j'ai failli venir et au moment où j'ai quitté, vers 3h30, j'ai quitté mon bureau au parti pour partir et mon assistante m'a dit « Nabil, vous allez où ?» Je lui ai dit « Je vais à Casa, j'ai la conférence. » Elle m'a dit « Non, la conférence est demain. » Or il se trouve qu'au même moment, aujourd'hui, il y a une conférence sur la protection sociale qui a lieu au parti et qui est retransmise. Maintenant, pendant que je vous parle, alors moi, ils sont en train de... Et toutes nos conférences, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire du rabattage et de ramener du monde dans une salle, etc. Aujourd'hui, avec ça, au lieu d'avoir 300 personnes dans une salle, on a 30 000 personnes qui suivent en direct. C'est fondamental, on ne peut pas. Il n'y a que ça qui marche. Maintenant, la com, c'est pas juste de faire passer des activités sur le digital. La com, c'est la capacité d'être présent tout le temps, tous les jours. Le digital, c'est l'instantané, c'est tweeter régulièrement, c'est poster sur Instagram, c'est poster des vidéos, c'est des choses vivantes, c'est des réactions courtes, c'est pas les discours longs et peut-être embêtants comme celui que je suis en train de vous servir. C'est des choses qui doivent être beaucoup plus vivantes, beaucoup plus... et c'est pour ça, ça aussi, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous. Parce que moi je suis désolé, aujourd'hui,
c'est pas pour lui jeter des fleurs. Je suis persuadé qu'il y en a plein d'entre vous qui sont également capables de faire ça. Aujourd'hui, le monde a plus besoin de gens comme Ayoub que moi. Ça fait 40 ans que je suis là. Ça suffit. Je vais partir, j'attendrai pas que vous me demandiez de partir, je vais partir. Mais je veux bien partir, mais en partant, j'ai besoin de savoir aussi. Parce que j'ai milité toute ma vie, j'ai besoin d'être tranquille. J'ai besoin de me dire, il y a des jeunes qui vont reprendre le fond. Et donc c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez vous le faire, parce que vous, en le faisant aujourd'hui, il est plus simple de convaincre. Un Ayoub, quand il va parler, il va être plus convaincant à l'égard des gens de sa tranche d'âge que si moi je me dis, oh, c'est vrai, je parle, je communique, je sais tourner les phrases, etc. Mais bon, d'accord, mais il faut également qu'il y ait des choses qui soient prises en charge directement par vous. Et c'est pour ça que nous avons toute une stratégie de com que nous sommes en train de mener déjà. Mais les principaux éléments vont être, dans la perspective des élections, vont être développés. Et je vous dis clairement, parce que c'est ça la politique. La politique, même si ça va devenir légal, nous développons et nous faisons circuler des idées et des idéaux. Donc si vous voulez bosser avec nous sur le digital, vous serez les bienvenus. Parce que nous avons besoin de gens comme vous qui s'y connaissent mieux, qui savent comment faire passer les choses, comment les dire, comment les brander, comment les revêtir pour les faire avancer. Il y a des équipes, soyez rassurés, qui sont en train de bosser chez nous pour ça, pour préparer cette stratégie comme il se doit. Les prisonniers politiques, oui. Bien sûr, c'est ça. Si vous voulez, bien sûr, c'est ça. Mais c'est juste parce que après on va me dire encore acheter, c'est quoi, est-ce que vous pensez sincèrement, d'abord, relativiser. Aujourd'hui, relativiser. Vous faites partie d'une génération l'emprisonnement politique. L'emprisonnement politique d'El Maqol, c'est même pas au Maroc. C'est même pas. L'emprisonnement, moi, quand j'avais votre âge, et que je me battais avec l'extrême gauche, vous savez, moi j'étais à Paris étudiant, il y avait à l'époque les tenants d'Il al-Amam, ce qu'on appelait. Alors, Il al-Amam, pour eux, c'était simple, il y avait à bas le régime, la révolution, on va renverser, on va faire le ça, on n'est pas marocain. Non, on essayait de se battre en disant oui, il y a des choses qui ne vont pas, etc. Et nous sommes contre plein de choses également, mais en même temps, il faut. Et à l'époque, il y avait moins de choses à défendre que maintenant. Au moins maintenant, quand il m'a moi à l'époque, الفقر ما كاين لا ديمقراطيه لا تطور اقتصادي الشفره نايضه في واحد العدد ديال الامور donc c'est difficile. Mais là, au moment où nous avions de l'emprisonnement politique et des exilés politiques et des disparus, il y avait des pays, le Chili, l'Argentine, là c'était des centaines de milliers de personnes, les gens dans les stades, on tirait à vue sur les gens, etc. On a eu 65, on a eu les événements de Casa de 81, on a eu 89, on a eu 90, Casa FS, on a eu un peu Rabat, etc. On a eu bien sûr des mouvements sociaux comme ça. On a eu ça. On a eu aussi 2011. Et 2011, on a eu l'exemple syrien, qui est l'extrême, et l'exemple libyen, et on a eu l'exemple marocain. L'exemple marocain, c'est un exemple d'un roi qui a eu le courage de prononcer un discours le 9 mars et de dire « Je vous ai entendu ». Qu'est-ce que ça a donné par la suite? Notre paire de manches. Ok, je savais que vous alliez dire ça, je l'ai dit à votre place. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'on a fait de cette nouvelle constitution? Tout le débat est là. Elle n'est pas appliquée comme il se doit à aujourd'hui, c'est évident. Et je vais vous dire une chose, pour construire une démocratie, il faut des démocrates. Sans démocrate, il n'y a pas de démocratie. C'est beau d'avoir une constitution. Excusez-moi, parfois je saute, mais c'est beaucoup plus fluide comme ça dans ma tête, en tout cas, de dire les choses comme ça. Je ne suis pas forcément toutes vos questions, mais pour qu'il y ait une démocratie, cette constitution, on l'a adoptée en 2011, et même en l'adoptant,
J'ai dit dans mes meetings, j'étais déjà secrétaire général du parti, je disais un peu partout, vous savez, la Constitution, il y a un accord, il y a une quasi-unanimité, tous les partis vont voter pour. Sauf, je crois, l'Ihsan à l'époque, qui n'est pas un parti, qui avait dit que nous refusons cette Constitution, et je crois Neige démocratique, qui est l'extrême gauche, etc. Là, disons, la représentation actuelle de l'Iran. Donc, il n'y a que. Mais les autres, on a tous dit oui, oui, mais moi je disais déjà à l'époque, c'est bien de faire passer cette constitution. Le jihad al-asghar, mais le jihad al-akbar, le grand combat, ce sera de mettre cette constitution en application, de la faire passer dans les actes. Et c'est encore le combat que nous devons mener aujourd'hui. C'est pas parce que c'est écrit dans la Constitution que ça y est, ça va passer. Non, c'est un combat de tous les jours. La lutte pour la démocratie, c'est une lutte de tous les jours, il faut continuer. Donc quand on parle de prisonniers politiques, je ne veux pas parler, j'ai voulu atteigner des gens en 60, 70, etc. Nous avons eu des choses, mais par rapport à d'autres pays, là, qu'on est à la baisse. Alors qu'on a eu des morts, on a eu des disparus, on a eu des exilés. Maintenant, quand on voit ce qui s'est passé chez nous en 60, 70, 80, et qu'on voit aujourd'hui 5, 6, plus les militants du Hirak, plus les militants de Jrada, je suis avec vous, je suis l'un des rares hommes politiques qui le dit régulièrement avec le parti. Il faut libérer les militants du RIF, il faut les libérer. Certains d'entre eux, indépendamment de l'expression sociale et politique qui était la leur, certains d'entre eux ont fait des conneries. Les conneries, c'est pas qu'ils s'expriment, c'est pas qu'ils demandent l'amélioration de leur situation. Ça, c'est un droit inaliénable. Toute personne a le droit de dire de dire ma dignité doit être respectée, de dire j'ai des droits respectés. Une personne a le droit, et la Constitution le garantit. Mais aucune personne n'a le droit, même ce que je vais dire, même malgré ce que je vais dire, ils doivent être libérés. Parce que le pays a besoin de ce souffle dont je vous ai parlé. Personne n'a pour autant le droit, parce qu'il veut s'exprimer, de brûler des commissariats ou de jeter des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre. Parce qu'autrement, il n'y a plus d'État. Vous comprenez? Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains milieux au niveau de l'État qui sont très crispés sur cette question. Quand vous leur parlez, ils vous disent non, ce ne sont pas des militants. Ce sont des gens qui ont commis des actes criminels. C'est ce qu'ils disent, parce que malgré cela, je fais partie de ce qu'ils disent. La même chose pour ceux qui ont exprimé une idée. Ils ont raison, ils ont tort. C'est un point de vue. C'est pas ça qui va ébranler le Maroc. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, il faut que ces questions disparaissent. Pour que quelqu'un comme vous se dise, ben quand même, cet acte, peut-être que cet acte à lui seul va faire que quelqu'un comme vous ou d'autres, ils vont se dire, peut-être qu'avec ça, d'avoir le souffle, peut-être que ça vaut le coup d'aller voter, de participer aux élections, de mobiliser, de contribuer à la campagne électorale d'un jeune. Pourquoi pas d'aller plus loin, de décider, vous, à HLM, que l'un d'entre vous va se présenter dans une circonscription à Casablanca et que vous allez tous décider d'aller le soutenir parce que vous voulez une nouvelle génération de décideurs. Oui, il faut que ce soit le cas. Pourquoi pas? Mais pour que ce soit le cas, il faudrait qu'il y ait cet air nouveau. Et donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il n'y ait plus de brèche dans le champ politique. Il n'y ait plus de choses qui blessent, de choses non dites. Libérons. Non, ça fait. Je vais dire au gars. Ça fait. Après, et avec eux, nous avons essayé de créer un climat nouveau. Moi, je vais vous dire une chose. Les gens de Jrada sont venus me voir. Ils m'ont dit, on voudrait se présenter aux élections. Je leur ai dit, mais c'est une rare. Vous voulez prendre Jrada? Ils me disent, oui, on veut prendre Jrada. Je leur ai dit, allez-y. Ils me disent, Allah yakhalik, non. Je lui ai dit, attendez, stop, ne finissez pas votre phrase. Je sais ce que vous voulez dire.
Vous voulez dire que vous voulez présenter votre propre liste, qu'on ne vienne pas fourrer les nez dedans, etc. Je vous dis la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous vous présentez avec nous, vous avez une ligne politique à respecter. Parce que vous prenez l'étiquette du parti. C'est tout. من غير هذا الشيء والله ما نقول لكم ديروا فلان ولا ما ديروش فلان. ديروا اللي بغيتي. الناس كاملين الحراك ceux qui ont mené الحراك ديال الجرادة mettez-les là. Ils m'ont dit quelque chose. Ils m'ont dit il y en a 3 d'entre nous qui sont encore poursuivis et qui ont été jugés à quelques mois de prison, etc. Il est difficile qu'on se présente alors que nos amis, nos camarades de lutte sont condamnés. Et je suis en train d'agir de la manière la plus constructive possible pour faire en sorte que ce discours soit compris. Et j'ai transmis là où il fallait transmettre en disant voilà, Allahumma yakunu indna. Un parti comme le PPS, donc institutionnel, qui respecte les institutions, qui respecte les règles du jeu démocratique. Donc la pire des choses qui puisse arriver, c'est que les gens sortent de manière non encadrée. Et à ce moment-là, ça peut devenir n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. Il faut un souffle nouveau. Il faut un air nouveau qui puisse faire en sorte que les gens croient dans ce qui se passe. Le milieurisme, j'en ai déjà parlé. Les prédictions, il faudra repasser. D'accord? Les jeudis à 20h, j'ai un cabinet privé où je fais Madame Soleil. Je ne donnerai pas de prédiction parce que je suis tout simplement un homme politique. Je ne suis pas un voyant. D'accord? Non. Écoutez, ce que je peux vous dire, parce que moi quand je réponds à cette question, je dis je ne peux pas savoir. Parce que tout est possible. Soit nous avons une très forte participation. Vous décidez tous de créer un mouvement qui fait que les gens participent. Et là, je peux vous dire que je n'aurai pas de honte à dire, si je sens qu'il y a ça, je dirais, attention, un parti comme le nôtre peut créer la surprise. Mais s'il y a une très peu de participation, ça va jouer entre qui? Ça va jouer entre les islamistes, le PJD, malgré le quotient électoral, malgré tout ça. Et ça va se jouer entre le monde de l'argent. Ça veut dire, ça va se jouer entre les islamistes avec leur réseau dormant, et parfois très peu apparent, et entre ceux qui viennent dans les circonscriptions et qui connaissent Douar Foulani, Samsar Foulani, Martaj Dakshi, 20 briques ici, 25 là, 30 ici, etc. Chaque chose, etc. Pendant ce temps, il y a un certain nombre de rêveurs qui sont là. Discussion sur la démocratie, qui devrait, non, pour autant être. Voilà. Et un parti comme le nôtre, si ceux qui sont là, putain, si on ne vote pas, eh ben, on le prend dans la gueule. Parce que nous, on compte principalement sur le vote politique, sur les idées. Parce que, ça y est, là, vous dites, ما عندناش الاسلاميين ولا الدورمون الحمد لله وما عندناش هذول اللي غيدخلوا بالفلوس وكذا qui vont pourrir le monde politique encore plus. Donc on essaie d'amener d'autres personnes. Moi, si je vous présente aujourd'hui, ça fait partie des fiertés, j'exagère pas. Si je vous présente Wafa ici présente, qui est au parti, qui travaille avec nous sur le programme en ce moment, qui est une jeune cadre dans une institution hautement importante aujourd'hui dans le domaine énergétique et autres, si je lui dis Wafa, je décide pas tout seul, ceci étant en partie, nous décidons que nous allons vous présenter à l'Agdal. Elle va y aller, la pauvre, elle va se ramasser une gamelle. Pourquoi? Parce qu'elle devra compter sur des gens comme vous. Si vous êtes au rendez-vous des gens comme vous, eh bien, elle pourra créer la surprise et gagner. Mais dans le monde d'aujourd'hui, elle n'a aucune chance de gagner. C'est ça la triste réalité électorale dans le pays. C'est la triste réalité. Je vous parle de cela. Avant de vous parler de Wafa ou de quelqu'un d'autre, je vous parlais de moi-même. Moi, je suis secrétaire général du PPS. Ça fait 10 ans que je suis secrétaire général. Ça fait plus de 40 ans que je suis dans le monde politique. Vous le savez, je suis à cette présence de scène, etc., connu, tout ce que vous voulez. Je me présente à Rabat, qui est ma ville natale. Je pense que j'ai un réservoir de voix avec le parti, etc.,
je vais faire quelque chose qui est énorme. Je vais faire 5-6 000 voix. Et comme il n'y a que 4 sièges dans une circonscription et 3 autres dans une autre, il va y avoir devant moi un gars islamiste qui compte sur les réseaux dormants, et il va y avoir 3 gars, qui eux vont aller dans les différents douars, ils vont acheter, etc. Moi je vais faire 6 000 voix, c'est déjà énorme. Mais eux vont faire devant moi 8, 10, 12, 13, et je passerai pas. Vous comprenez? Voilà la triste réalité. Voilà ce que donne le fait qu'il y ait une participation très faible. Parce que vous le vouliez ou non, ce que vous devez comprendre, c'est que le lendemain du mois de septembre, là, quand on aura fini les élections, que vous votiez ou pas, que vous vous déplaciez ou pas, il y aura un parlement, il y aura un parti qui va gagner, il y aura un parti et d'autres qui vont constituer un gouvernement, il y aura des politiques publiques qui seront décidées, il y aura des orientations qui seront prises pour ce pays, il y aura un modèle, si tant est qu'il y ait un modèle de développement qui sera adopté, si tant est qu'il y ait un modèle, il y aura des choses qui seront pratiquées et des décisions qui seront prises, que vous votiez ou non. Et donc c'est pour cela que si vous voulez être influent, si vous voulez que votre voix compte, vous devez participer, vous inscrire, appeler les gens à s'inscrire et faire des choix. Et décider que vous faites un choix politique. Pas juste je vais voter parce que je veux bien que vous votiez pour Ayoub si vous décidez de se présenter. Non pas parce que Ayoub est votre pote, mais parce que Ayoub représente un courant de pensée qui est convaincant pour vous. C'est cela les choix que vous devez faire si on veut changer réellement la donne. Que vous soyez de droite ou de gauche, et l'assumer. Que vous soyez libéraux ou plutôt progressistes, mais assumez. Rentrez dans le jeu et assumez. Et sans ça, il n'y aura rien. Donc, en l'état, je peux difficilement dire. S'il y a participation, ça change la donne radicalement. S'il y a peu de participation, ce sera soit le PJD, soit l'un des 2 ou 3 partis qui comptent principalement sur Noël. D'accord? Et c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le pays. Mais en tout cas, nous, on va se battre. Et pour l'instant, malgré Hachi, malgré les contraintes, on se porte plutôt bien. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on ne se retrouve pas avec une orientation comme en 2016, où à cause des positions qui ont été les nôtres, on décide de nous rentrer dedans. J'espère que cette fois, c'était pas à vous que j'adressais ce message. C'est à d'autres milieux qui ne se privent pas aujourd'hui de contrôler chaque mot que je suis en train de prononcer. Le PPS c'est retirer donc de confiance. Non, attention. Je l'ai compris comme étant, si on s'est retiré du gouvernement, non, on assume la politique. Non, vous savez qu'on est le seul parti politique, le seul, dans l'histoire du Maroc. L'histoire, pas l'histoire, avec un grand H. D'accord? Le seul parti qui a décidé de se retirer de lui-même, c'est le PPS. C'est la première fois qu'un parti décide de lui-même de sortir du gouvernement. Pas qu'il est sorti du gouvernement. On l'évacue, on est débattant. Non. Le PPS a décidé de sortir. On a décidé de sortir pourquoi? Parce qu'on a mené une expérience assez particulière pour contrer la vague dont je vous ai parlé de 2008-2009 avec la création d'un nouveau parti. Ça nous a obligés à nous allier avec le PJD, mais on s'est allié avec une version du PJD qui était acceptable, et quand on s'est retrouvé dans la deuxième version PJD, nous nous sommes retrouvés avec une version faiblarde. J'ai dit ça à plusieurs reprises pour la première fois que je dis. Et nous nous sommes retrouvés en face avec 4 partis qui étaient menés par un seul bonhomme, et les 4 partis, y compris un parti de gauche, malheureusement, qui a accepté ce jeu-là, ils ont accepté de se retrouver avec ce gars-là, qui les a menés par le petit bout de la lorgnette, d'accord, et qui acceptait de faire ce qu'on leur disait de faire. Et on a tenu 1 an comme ça, en disant c'est pas possible. Pendant cette année, on nous a encore donné des coups, parce que le coup de 2016 ne suffisait pas, on nous a viré des gens du gouvernement, puis on nous a reviré des gens du gouvernement, puis oh baraka.
Alors, basta, on n'est pas là pour assumer tous les coups et pour tout accepter. Donc on a eu le courage de dire à tout cela non. On arrête de prendre des coups. Wahed, Jauge, c'est un gouvernement qui ne gouverne pas. C'est un gouvernement désuni. C'est un gouvernement sans aucune homogénéité. C'est un gouvernement qui ne fout rien. La preuve, pendant le Covid, on n'en a pas vu un seul monter au créneau et parler à la télévision. Voilà ce qui se passe. Rien. Aucun d'entre eux n'a eu cette possibilité. Et lorsqu'on a eu le chef du gouvernement lui-même qui a parlé aux Marocains, ils lui ont dit c'est quoi demain? Il dit je sais pas. Il lui a dit vous allez faire quoi sur le domaine santé? Il dit je sais pas. Et le lendemain, lui il a dit je sais pas. Le lendemain, il y a un triumvirat de ministres qu'on a placé dans un truc qui s'appelle le comité de veille stratégique, qui eux se sont réunis et ont dit décision 1, décision 2, décision 3, décision 4, décision 5. Et le chef du gouvernement la veille nous disait je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on continue de foutre dans un gouvernement comme ça? On a eu le courage de sortir. Et donc, voilà. En dernier lieu, que prépare le PPS pour les élections? C'est vous que nous avons envie de préparer pour les élections. C'est vous. On a envie d'avoir des gens comme vous. On a envie d'avoir une flamme nouvelle. On a envie de recréer de l'espoir. Bien sûr, pour servir un projet de société. Ne vous en faites pas. Je vous viens de vous donner un témoin. On bosse, on n'est pas des rigolos. Parce que souvent, vous savez rien, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de compétences, vous avez qu'à... C'est beaucoup le discours des réseaux sociaux. Vous savez ce qui se passe chez nous. Un témoin de Kalimara, 3 jours, elle est venue, elle a demandé, c'est elle-même qui a fait, elle a franchi, elle a fait toc-toc. Je voudrais venir, je voudrais assister, mais il y en a d'autres qui sont là. Ok. Et donc, ils ont dit on veut venir, on veut bosser. On les a reçus, on leur a dit allez-y, voilà. Créez, prenez l'initiative, développez. Je leur ai dit, je veux même vous protéger, venez pas dans les structures ici telles qu'elles sont parce que j'ai peur qu'on vous écrase dedans. Et on bosse. On prépare un programme pour les élections. Vous croyez qu'on va aux élections, les gens comme ça? Salut, juste on veut la démocratie. On veut. Non. On a une vision. On a des programmes. On est en train de préparer un programme, comme d'habitude, comme toujours. On a un programme national, un programme de gouvernement. On a des programmes régionaux qu'on est en train de préparer. On bosse avec les villes. Avec les villes. Chaque ville, on veut développer un programme pour ces villes. Comprenez? On veut dire, voilà, si jamais demain vous nous donnez Casablanca, voilà ce qu'on propose pour Casablanca. Ou ce qu'on propose pour Saïdia, ou pour Berkane, ou pour Oujda, pour n'importe quoi. Voilà ce qu'on propose. Donc, on prépare. Et nous avons une vision de la société qui, grosso modo, je peux bien sûr, après je vais revenir à des trucs bateaux, du style, c'est la démocratie, mais la vraie. C'est la liberté, mais la vraie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vous demande honnêtement, parce que c'est important pour le Maroc d'aujourd'hui. Je crois que je vais me contenter de ça. Et je vais arrêter. Vous avez la possibilité, puisque vous avez repris le cycle des conférences Open, que vous pouvez inviter du monde. Invitez d'autres secrétaires généraux de parti, mis à part un ou deux. Des noms Mis à part un ou deux. D'abord, la majorité écrasante d'entre eux n'osera pas venir parce qu'ils ne veulent aller nulle part. Ils ont une peur bleue de dire quelque chose. Ils ont peur que تخرجهم شي كلمة وتنزل عليهم شي عاصفة. D'accord? C'est très grave. Oh, pas possible, à assumer. Quand même. Et ensuite, vous en avez peut-être certains, peut-être, qui accepteront plus ou moins de venir, mais très, très, très confraternellement, sans prétention aucune. Est-ce qu'ils vont dire quelque chose? Ou ils vont juste rester dans un discours feutré, dans lequel on évite de choquer, d'essayer de dire quelque chose. Même le mot démocratie,
pour le prononcer, je crois qu'ils auront du mal à dire ne serait-ce que ça. C'est pas une classe politique. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut pas vous faire assumer à vous la responsabilité. Ce n'est pas vous qui assumez. Mais vous avez une action à mener également pour remplir le champ. Mais avant que vous remplissiez le champ, il faut que ceux qui sont dans le champ assument. Comment un parti peut être responsable lorsqu'il accepte que du jour au lendemain, il y ait une grue? نقولها généralement بالعربية نحاول نقولها بالفرنساوية. Du jour au lendemain, salam alaikum, il y a une grue qui vient comme ça. Et les militants, ils sont même pas là, même les responsables, pas les militants. Ah, donc il y a le bureau politique, ils sont pas là. La grue, dans la soirée, elle fait comme ça. Elle enlève leur premier responsable, il fait. Et le lendemain, ils voient eux-mêmes, à travers un communiqué, que la grue a posé quelqu'un d'autre à la place de leur premier responsable. Et ils acceptent. Et ils disent rien. شوف جيبوا غير شي واحد اللي يقول هذا اللي قلت لكم دابا. بارك. Merci. Ça a l'air très rassurant. Donc merci de ce signe de gratitude, merci de ce signe de confiance. La barre est placée très haut. Donc ensemble, nous devons œuvrer pour ce qu'on peut appeler le Moroccan Dream et pour l'intérêt de notre très cher pays qui est le Maroc. Alors là, nous allons vivre des moments intenses, exclusifs, avant de vous remercier de votre présence assidue. J'appelle pour cela Abdelhak Benis et Imad Zado qui vont remettre le prix de reconnaissance à M. Mohamed Nabil Mahmoud en guise de remerciement pour avoir brillamment animé cette conférence. Des applaudissements s'il vous plaît. Pour le respect de la distanciation, parce que là aussi les réseaux risquent de nous matcher. Si jamais je ne mets pas mon masque. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment. Ça nous honore énormément. Moi qui suis honoré parce que, vous savez, pour moi c'est une valeur énorme. Parce que quelque part, ça me donne l'espoir que les jeunes sont encore là et qu'on a des choses sur lesquelles on peut être tranquille pour demain. Voilà, c'est ce que ça représente. Merci. On n'a pas terminé. بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Nous allons rendre hommage, messieurs, dames, sous un tonnerre d'applaudissements à feu, docteur Haj Mohamed Talal, père spirituel du journalisme et de la presse au Maroc, qui nous a quittés malheureusement. Je vous laisse voir la vidéo s'il vous plaît. لا أعتقد أنا قادر نتكلم على هذه الحفاوة الزايدة وأنا مجرد أستاذ بسيط لهذا أعتقد أن الحفاوة أكبر من الكلام. أنا تبعي أن الحفاوة أكبر من الكلام. وتبعي أنا متأثر بهذه الحفاوة وبهذا نوع الاستقبال لدرجة البكاء. C'est un des fondateurs, il faut le rappeler, de l'Institut du journalisme à Rabat. Je voudrais s'il vous plaît un tollé d'applaudissements pour son fils, Ahmed Talal, qui est le directeur de l'Institut supérieur du journalisme et de la communication. Et j'appelle pour cela
le prix reconnaissance, s'il vous plaît. C'est pas là, un petit mot. اولا كنشكر جمعيه هيومن ديفلوبمنت المعهد ديال اشريان على هذه المبادره الطيبه تجاه المرحوم ديالي الدكتور محمد طلال، واللي عندي الشرف الكبير نكون حاضر على تكريم الاستاذ نبيل بن عبد الله اللي كان كيتكلم لي عليه الوالد ديالي رحمه الله عليه بشكل كبير. لما كان نبيل بن عبد الله وزير الاتصال، كان الاب ديالي مدير الدراسات بالمعهد العالي للصحافه والاعلام بالرباط، وايضا استاذ بنفس المعهد. وبالتالي اليوم شرف لي هذا، كان الاب ديالي كيحب التكوين، لا سيما التكوين الاعلامي. اليوم التكريم ديالو كيكون في هذا المعهد اللي في المستوى العالي اللي هو اشياء. فكنشكر اشياء مهمه للمدربين. كيصعب عليا في هذا الاحضار انني ما نتذكرش محمد. كان حقيقه من المؤسسين ديال الممارسه المهنيه الاعلاميه من خلال الدور اللي لعبوه بالنسبه للمعهد، اللي طبعا بحكم انني كنت وزير الاتصال كان عندي الاشراف على هذا. وبالتالي معه اشتغلنا كثير على عده اصلاحات، وكان له اليد في الاصلاح ديال السمعي البصري مثلا، كان له اليد وافكار كثيره فيما يتعلق بالاصلاح ديال الصحافه المكتوبه، وكان رجل عميق يحترمه الجميع، وبقات هذه العلاقه طيبه الى ان وفاته المنيه. وكم من مره كانت عندي الشرف انني من بعد اسس معهد اخر بالدار البيضاء، وكم كانت عندي الشرف كثير انني شي 5 ولا 6 ولا 7 مرات انني لقيت ندوات في المعهد. وحقيقه ما كنتش في علمي انكم غديروا هذه العمليه ديال التكريم، لذلك انا سعيد جدا لانها كانت لها تاثر كبيره، وانا اراه يتكلم. الله يخليكم خلايف ان شاء الله، والله يجعلكم في مستوى ما قدمه لهذا البلاد ولهذه البلاد وللحقل الاعلامي العلوي. Bonsoir tout le monde, Saïd Mouchoura, journaliste de CTV, responsable communication à la GSE. J'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer qu'il y a des livres du docteur Mohamed Talal, rahimahullah, très utopiques et idylliques pour les gens qui sont intéressés par la lecture. Et je vais vous diriger vers la porte de dehors et sur la table. Les demoiselles vont vous donner les livres. Merci infiniment. Et merci M. Abdullah pour cette agréable conférence mirifique. Je prévois aussi une édition signée de M. C'est bien ça, c'est déjà prévu. Merci. Khita Mohamis, pour finir, je voudrais rendre hommage à titre personnel à une personne qui m'a marqué ici, à HEM, et d'ailleurs qui a marqué tous les étudiants de HEM ici présents. Je voudrais lui dire merci pour tous les services que vous nous avez rendus. Merci pour tous les services que vous ne cessez de rendre à l'enseignement supérieur marocain. Il s'agit de M. Driss Abbasi, qui n'est pas présent avec nous pour des raisons professionnelles. J'appelle pour cela M. Adib Hlou, Mme Samia Touzi pour prendre le prix de reconnaissance. C'est un sacré grand monsieur. Nous sommes très honorés en fait, Samia et moi, pour prendre ce joli portrait pour M. Abbasi, et on va lui rendre en fait hommage. Et c'est un grand homme chez nous. Il a beaucoup de générations qui ont vécu et qui ont grandi grâce à lui et tout. Nous le remercions énormément. Merci beaucoup. Monsieur Abbasi s'excuse, il est également professeur à l'université à Rabat. Il se prépare justement à recevoir le ministre la semaine prochaine. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans le il s'excuse, voilà, de ne pas être parmi nous. Merci Ali. Merci. Merci Ali. لكل مبدع إنجاز ولكل شاعر قصيدة ولكل مقام مقال
ولكل النجاحين. شكرا وتقدير فجزيل الشكر أهديك ورب العرش يحميك. أيها الحضور الكريم، بكل مودة أقول لكم شكرا جزيلا على الحضور، وبكل إخاء أجدد لكم الموعد فرصة أخرى بمشيئة الله، وبكل تمازج أقولها وأكررها. أتمنى للجميع أوقات مليئة بالأحاسيس الجميلة على أمل اللقاء بكم. نتمنى لكم أطيب وأسعد الأوقات. Merci, merci Monsieur Abdallah, ça a été un vrai plaisir pour le Maroc, pour HEM Business School. Merci à tous ceux qui ont d'être venus, membres, bénévoles, administrateurs, sympathisants, médias et invités.